Merci Rodolphe. Bonjour à tous. Alors moi aussi, je vais vous parler un peu des raisons qui nous ont poussés chez Blue Frog à nous intéresser à ces questions éthiques. Et je vais vous raconter comment s'est passée l'organisation au début. Donc quand j'en ai contacté pour la première fois nos intervenants pour leur proposer de participer aujourd'hui à notre colloque, la plupart, et à raison, m'ont demandé pourquoi. Pourquoi vous organisez ce colloque, dans quel but? Alors, sur le moment, j'ai pu donner quelques éléments de réponse, et visiblement, ça a fonctionné parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, et je les remercie. Nous avons 21 intervenants aujourd'hui, et j'espère que vous allez tous pouvoir bien écouter ce qu'ils auront à nous dire. L'idée, c'est de réfléchir ensemble sur toutes les questions éthiques qui se posent en lien avec la robotique et l'intelligence artificielle. Donc, pour commencer mon histoire, je vais vous parler d'une date, 1986. Alors, 1986, ce n'est pas la date de création du premier robot, ce n'est pas non plus la date de l'institution du nom d'intelligence artificielle. Non, 1986, c'est la date de parution d'une œuvre majeure en sociologie qui s'intitule « La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs en baie de Saint-Brieuc ». Voilà, donc le titre peut paraître risible, mais c'est un texte fondateur dans l'école de sociologie des sciences, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est une œuvre dont je m'inspire beaucoup, donc vous l'avez peut-être déjà vu dans le livre blanc pour ceux qui l'ont lu, je l'espère, et sinon, d'autres livres blancs seront distribués à la fin pendant les pauses, et vous pourrez en lire plus sur ces coquilles Saint-Jacques. Donc en 86, Bruno Latour, Michel Calon et Madeleine Acriche questionnent les conditions de production de la science et veulent abolir le cloisonnement établi entre les sciences dures et les sciences sociales. Donc ces chercheurs rejettent les approches qui séparent nature et société. Et selon eux, il faudrait penser le monde davantage en termes de réseaux de choses qu'en termes de groupes sociaux. Donc sont ainsi considérés sur le même plan les acteurs humains et non humains, ce qui va révolutionner, nous, notre rapport au monde du non-humain. Il est 9h, mais voilà, je parle des coquilles Saint-Jacques pour essayer de vous intéresser plus au sujet de la robotique. On va voir si ça fonctionne. T'inquiète pas, Rodolphe, je vais bien parler d'éthique et de robotique, vous êtes au bon endroit. Donc, cette approche leur permet d'étudier et de discuter des faits scientifiques et des faits sociaux avec un vocabulaire commun. Vous imaginez le travail que ça a demandé d'essayer de mettre sur le même plan les coquilles Saint-Jacques et les marins pêcheurs et d'en parler à valeur égale pour qu'il n'y ait pas de parti pris dans l'analyse de la controverse qui consistait à savoir si les coquilles Saint-Jacques voulaient bien se fixer sur des récepteurs, mais ça, c'est pas le sujet de notre journée. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que les non-humains et les humains sont considérés sur le même plan et qu'à ce moment-là, on a voulu gommer, dans le souci des sciences, ce qui séparait nature et culture. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je fais un saut dans le temps et je vais en 2021. Vous avez peut-être lu le livre Clara et le soleil de Ishiguro. Je vois des têtes qui acquiescent, donc j'imagine que oui. Et dans ce livre, dans ce roman, la mère d'une enfant malade achète un robot pour en faire son ami, sa nounou. Et dans cette fiction, tous les enfants en fait ont un robot avec eux. Tous ont un ami artificiel, tous ont un robot. Et alors, si les motivations de la mère peuvent être douteuses, et ce n'est pas à nous d'en douter, il se trouve que sa fille est malade et elle adopte ce robot pour que ce robot puisse imiter sa fille si jamais elle venait à mourir, pour continuer à la faire vivre. Ce qui nous intéresse là, c'est aussi la finalité de l'achat de ce robot, mais c'est surtout le robot lui-même et comment il a été développé. C'est un robot qui est plein d'empathie. C'est un robot qui permet à cette jeune fille, en fait, pendant toute sa vie, de s'épanouir, de renforcer ses relations sociales avec d'autres enfants, de continuer à suivre ses cours, et le robot aussi met tout en œuvre pour faire en sorte d'améliorer la santé de cette fille. Alors, je vous laisse lire le livre et vous verrez comment ça se matérialise. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le robot est en fait un robot for good, et ça soulève aussi la question des usages, parce que cette petite fille a voulu en faire quelque chose de bon pour elle, et les développements étaient prévus pour. Alors, on pourrait se poser la question, comment en fait ce robot réagit si quelqu'un l'avait utilisé différemment, et c'est aussi ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors moi j'ai deux questions, c'est comment ça se fait qu'un robot, qui soit un simple objet, ait pris autant d'importance dans la vie de cette famille? Comment un robot qui est un simple objet puisse aujourd'hui maintenant aider les enfants dans les secteurs de l'éducation, dans la santé, et aussi comment on les utilise? Et pourquoi est-ce qu'ils sont venus investir tous ces pans de la société? Alors, je vous montre ma feuille juste parce qu'il y avait tellement de sujets que je voulais aborder que j'ai pas arrêté de raturer. Donc, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire. Ce sera peut-être un peu désordonné, mais je laisserai surtout la parole à nos intervenants.
pour parler de ces sujets-là. Alors, je crois pas qu'il y ait beaucoup de colloques sur les robots tondeuses, sur l'éthique des robots tondeuses, qui prouvent bien que les robots ne sont pas de simples machines, comme on tend parfois à vouloir le faire croire, ou à trop le dire quand on parle d'éthique. On veut toujours ramener le robot à sa place de machine. Mais je pense pas que ce soit la bonne approche. Un robot, c'est pas une simple machine. Un robot, c'est quelque chose de social, et c'est justement ce qui nous questionne aujourd'hui. C'est un objet qui a un impact sur nous en tant qu'être humain, positif, et qui peut avoir aussi des dérives, et qui nous influence. C'est un robot qui peut avoir un impact sur notre intelligence. On va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je vais vous citer les quelques thématiques qu'on va aborder. Mais si ces robots nous impactent, c'est parce qu'ils ont une altérité, c'est parce qu'on leur attribue une altérité, c'est parce qu'ils sont intelligents, c'est parce qu'ils ont un corps qui nous ressemble quand même de plus en plus. Et il nous faut re-questionner ce qui est réel. Voilà, moi j'aime bien parler de virtualité augmentée, pas réalité virtuelle. C'est en fait, on a fait venir du cinéma ou de notre imaginaire un objet qu'on a matérialisé. Ce qui change aussi un petit peu la donne, c'est que ça vient de notre imagination. Donc partons du fait que les robots vont maintenant investir tous les champs de notre société. On parle d'éducation, de soins, d'industrie, de tout ce qui est militaire, etc. Il est urgent quand même de se préoccuper de la place de ces robots, parce qu'ils ont un impact directement sur notre vision du monde, sur notre rapport entre nous et sur notre intelligence. Alors nous allons avoir 4 tables rondes aujourd'hui passionnantes et je laisserai ensuite la main à Frédéric Boisderon, Frédéric qui est juste là, qui va animer toutes les tables rondes aujourd'hui. Nous aborderons la question de la technologisation de la société. Donc en 2 mots, c'est comment est-ce que ces technologies investissent tous les champs de notre quotidien, à la fois le social, la santé, l'éduc. Nous allons aussi poser des questions en termes d'IA, donc est-ce que l'IA fait en sorte que nous faisons l'acquisition de nouvelles compétences ou est-ce que nous perdons des compétences avec l'arrivée de l'IA? Nous allons aussi parler de la vérité. Alors c'est un thème très philosophique, mais aujourd'hui nous avons la chance d'avoir à la fois des constructeurs, des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des psychiatres, des juristes, des avocats, enfin tout un grand panel qui vont pouvoir nous aider à répondre à ces questions. Donc quelle vérité pour les IA génératives? Bon, je vous laisse y réfléchir avant que nos intervenants prennent la parole. On pourrait en parler pendant des heures. Et les 2 derniers thèmes de cette journée vont être sur comment traiter les robots humanoïdes, puisque les robots vont être incarnés par une forme qui nous ressemble. Il va quand même falloir qu'on puisse avoir un certain respect envers eux par le simple fait qu'ils incarnent notre forme humaine. Donc, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que ce n'en est pas un? Est-ce que ça va être des robots esclaves? Est-ce que ça va être des amis? Est-ce que ça va être de simples robots de service? C'est à nous d'en décider. Et la dernière table ronde sera sur... je crois que j'ai tout cité, non? Technologisation de la société, comment traiter un robot humanoïde, acquisition et perte de compétences et quelle vérité pour les IA génératives. Et je laisse la place à Frédéric Boisderon, qui a gentiment accepté de venir animer ces tables rondes. Donc Frédéric est consultant en robotique, en intelligence artificielle et nouvelles technologies. Il anime la chronique En route vers le futur sur YouTube et le podcast Futur numérique sur Graffiti Urban Radio. Et aujourd'hui, il va pouvoir animer toutes les tables rondes. Et je remercie tous nos intervenants qui sont là aujourd'hui pour répondre à toutes les questions qu'on se pose.